Bienvenue à tout le monde dans un nouvel épisode du dernier podcast. Aujourd'hui, je reçois un Boog que j'aime beaucoup par son talent. C'est un comédien, c'est un stand-upper de talent. Il est en train de tout déchirer actuellement. Ce gars-là s'appelle Nordin Gonzo. Nordin Gonzo. Tu allais dire quelqu'un d'autre. Non. Il a eu un suspense. Tu t'es pas reconnu dans ce que je viens de décrire? J'ai douté, j'ai dit ah ouais, ok, c'est carré. Mais gars, t'es talentueux, non? Non, on essaye de faire les choses après. On aime ce qu'on fait, donc si le talent il est là, tant mieux. Mais on fait juste ce qu'on aime. Nordin, tu fais quoi? T'es stand-upper? Moi, je t'ai connu déjà en tant que stand-upper. Mais maintenant, j'allume ma télé, je te vois sur une série dans TF1. En plus, là, des mecs comme toi là, qui habitent loin, ils ont TF1. Ah, laisse tomber. Dès qu'on allume notre télé, nous, c'est sur TF1. TF1 direct. Non, j'ai tourné avec Muriel Robin là cette saison deuxième, là c'est la deuxième saison sur une série qui s'appelle Master Crime, donc c'est un beau projet, c'est cool, ça m'a permis de me faire connaître aussi d'un autre public et je me suis dit c'était le bon moment aussi pour tourner dans un truc, tu vois. Donc ça amène un autre truc à ce que je fais déjà. Et c'est quoi ton perso là dans cette série? Tu sais que moi je l'ai découvert là, Ah oui, je savais pas. Pub, là, non, il y a des pubs en ce moment et j'étais là. Peut-être que mon téléphone a senti que j'allais recevoir Nordin Gonzo. Je disais un peu trop souvent Nordin Gonzo ces derniers jours. Et il m'a proposé plein de trucs de toi dernièrement. D'ailleurs ça me fait panique, toi. Je sais pas si toi ça te fait ça. Si. Mais souvent t'es à côté de ton téléphone et tu parles de quelque chose et tout de suite après t'allumes ton téléphone et ton téléphone il te propose cette chose. Ouais, des fois tu parles d'une meuf, elle t'appelle, c'est tout. Tu dis wesh, mais c'est pas ça que je voulais juste parler comme ça. C'est trop. Non, ils sont à l'affût Google, hein. Je sais pas si c'est Google ou Microsoft, je sais pas qui c'est derrière tout ça, mais ils sont trop derrière. Moi ça me fait panique ça. Moi clairement ça me fait panique. Moi je parle beaucoup de SAP souvent. Je parle beaucoup de SAP, des fois je dis ouais, c'est quoi ta veste et tout, des fois je demande des refs et le soir même j'ai des pubs de ça me fait vraiment flipper. Mais moi ça me fait panique de ouf gars. Une fois je demande à un gars ouais, c'est quoi ta veste, il me dit le nom de la marque, le soir je vais sur Insta, je vois que des pubs de ça. Mais après je veux pas rentrer dans des histoires de complotistes, mais après j'avais vu une vidéo où il t'expliquait par des histoires d'algorithmes, de ceci, de cela, en fonction de ce que tu likes et tout. Mais quand tu le vis en live, non, ça, c'est chaud. Gars, ça fait panique. Ça fait rep, hein. Même c'est des fois tu croises des gens à des soirées et tu les follow pas et après le lendemain, tu étais au même endroit qu'eux. Il te les suggère Instagram. Non. Si, de ouf. Et tu revois des gens que t'as vu dans ta soirée. Ouais, de ouf. Ça m'est pas encore arrivé. J'ai pas regardé encore. Quand tu veux retrouver une go, que tu sais pas c'est quoi son blaze, c'est bien. Mais quand c'est des boucs comme ça, juste tu les as vus, tu te dis putain, il était dans la soirée hier et là je le vois sur Insta, c'est bizarre un peu. Tu dis que Insta en fait, il est de ton côté en fait. Oui, il est en train de te dire, limite c'est un chétan Insta. Il est là en train de te dire, t'as vu la go que t'as vu hier là? T'as pas eu son numéro mais t'inquiète. Moi j'ai géré ça pour toi. Il te fait des passes. Il te fait des passes mais non, je pense que après c'est le step d'aujourd'hui, hein. Je pense qu'on est amené à toujours être sollicité pour des trucs qu'on a en tête, tu vois. Dès qu'on pense à un truc, Insta il se dit vas-y, même notre téléphone, tu vois, Siri c'est un peu le concept, tu vois. T'as besoin d'aide, je suis là, tu vois, c'est un soutien. Ouais, mais là, c'est trop, là. Là, c'est invasif. C'est vraiment. C'est invasif de ouf, des fois. Ouais, mais tout ça pour dire que c'est Insta qui m'a proposé, tu sais, des pubs, là, dernièrement de ta nouvelle série, là. Enfin, la saison 2 de la série, plutôt. 2, ouais, du coup, je vais me la mater, là. Avec plaisir, quoi. Et du coup, c'est quoi, toi, ton expérience? Parce que toi, initialement, ton taf, c'est stand-upper. Ton taf premier, c'est stand-upper. Comment est-ce que t'as basculé dans le ciné, enfin dans la télé là plus particulièrement? En gros, moi c'est venu à moi sans que je cherche en fait. En gros, j'ai commencé à faire mes trucs sur scène, j'ai fait mon spectacle, tout ça, et depuis peu j'ai signé dans une agence qui s'appelle UBBA. D'accord. Quand même une grosse très très grosse âge. Il y a Adéquat et UBBA, je pense c'est un peu le même exactement niveau. Ouais. Et en gros, j'ai tourné une série il y a 2 ans qui s'appelait Jeune et Gaulerie. Ouais. Et donc ça m'a permis d'avoir une expérience un peu série cinéma. Ouais. Et derrière ça, mon agent m'a dit, il y a plein de producteurs, de gens de casting qui s'intéressent à ton taf et tout. Tu devrais faire des castings. Et un jour, elle m'envoie une propale. Elle me dit, voilà, TF1, ils font une grosse série sur laquelle ils vont miser beaucoup. Ouais. C'est avec Muriel Robin Muriel et tout. Robin, ouais. Donc, putain. Du coup, pour moi, c'était cool, tu vois, parce que Muriel Robin, à la base, c'est quand même quelqu'un qui fait du stand-up, enfin, pas du stand-up, mais one-man show. Du one-man show, ouais. C'est une entité en France. C'est un nom en France. Je me suis dit, être auprès d'elle, c'est magnifique. J'ai fait un casting au début, j'ai foiré le truc. Ouais. Et en fait, le réal, il me dit, je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui peut vraiment être cool avec toi. Ouais. Vas-y, reviens. Il me refait revenir. Et là, j'avais appris le texte.
J'avais fait Parce que t'avais pas appris le texte. Non, hein. je suis arrivé en fait. C'était mon premier gros casting. Toi aussi. Premier gros casting, non. Nous, on est en mode de, vas-y, on va voir. Tu sais, on croit qu'on est J'y trop vais, fort. parle bien devant le micro, Tony. Tu vois, on se dit, ouais, on va rien faire et on va quand même être pris parce qu'on a une belle tête. Ouais. Mais en fait, pas du tout. C'est un vrai taf, tu vois. Gars, c'est un taf. Donc, t'arrives et tout, t'apprends pas ton texte, il le sent et il me dit, reviens parce que j'aime bien ton énergie, ce que tu dégages. En tout cas, le perso, ce dont j'attends du perso, c'est ce que tu incarnes. Donc, je reviens, j'apprends le texte et là, il me dit, ah, j'aime bien. Et une semaine après, je suis à Tahiti, moi. Je suis avec Paul Mirabel, j'avais fait sa première partie à Tahiti. T'es un lourd. Et il me dit, le réal, il m'appelle, il me dit, bon, bah, je crois que t'as le rôle et tout. Moi, à ce moment-là, je réalise pas que c'est un... Mais là, t'avais appris ton texte. Ouais, c'est la fois où t'avais appris ton texte après. Non, ouais, j'avais d'accord. bossé le truc et tout et j'étais content, tu vois. J'ai appelé mon agent, je dis c'est cool, elle m'a dit c'est charmé, il y aurait une grosse promo et tout, donc c'est bien pour toi. Très, très grosse Et derrière, on a fait saison 1 avec beaucoup d'audience. Je crois qu'il y avait 6 millions de personnes qui ont regardé. Ah ouais. Ouais, c'était un gros truc. Et derrière, après, ils ont dit, bon, on refait une saison 2, on a tourné l'année dernière. Et là, normalement, on tourne une saison 3 en janvier. Ah, c'est lourd. Donc, ouais, c'est cool. C'est une récurrence de malade. Ouais, c'est vraiment bien d'avoir un truc comme ça chaque année, tu vois. Quand on sait comment, des fois, le stand-up, c'est dur. Ouais. Tu sais, quand moi, ça va, ça se passe bien pour moi aujourd'hui avec le spectacle, mais. On va en parler après. Des fois, t'as des moments où, tu sais, t'as rien, tu vois. Ouais. T'as que des plateaux et tout, et personne sait à peu près comment ça gagne un humoriste, mais un plateau, c'est pas un truc qui fait acheter une maison, quoi, tu vois. On est d'accord. Donc, si tu veux vraiment évoluer financièrement, il faut des plans à côté et ça en fait partie. Ouais, lourd. Ouais, non, c'est fou. Et du coup, là, on est passé directement à ta carrière de comédien, là, qui décolle plus, mais elle a même déjà bien décollé. Mais à la base, toi, ton taf, on est d'accord, c'est stand-upper. Stand-up, les jokes, les blagues. Les blagues, et c'est comme ça que je t'ai connu. Et c'est marrant parce que, avant toi, il y a eu Edgar Yves qui est passé à la maison. Et avec Edgar Yves, on parlait de Watt, justement, à un moment dans le podcast. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder le podcast. Et on se disait à quel point on se souvenait du jour où t'es arrivé dans le stand-up, ou la première fois où on t'a vu arriver dans le stand-up. Et moi, je lui racontais l'histoire de notre rencontre, tu vois. Moi, je me souviens, la première fois que je t'ai vu, je crois que c'était au Paname. C'est possible. Au Paname, tu faisais encore à l'époque les allers-retours de Bordeaux, de Bordeaux à Paris, en bus même des fois. T'avais aussi l'abonnement, je crois, on en avait beaucoup parlé, en bus et même en train. Et moi, ce que j'avais apprécié chez toi dans ta première rencontre, c'était ta simplicité et ta pureté d'esprit, tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui arrivent dans ce domaine, dans ce monde, avec fake. Exactement, très fake. Mais toi, tout de suite, t'étais vrai. Ouais. T'allais voir les gens, les books que tu reconnaissais, tu leur donnais de la force, tu leur disais, moi, j'aime bien ce que tu fais, continue et tout, gros sourire, même qui t'allait demander une photo. Je dis, mais ce mec-là, il vient dans ce monde et il a pas peur d'aller dire aux gens, voilà, je kiffe ce que tu fais. Et je trouvais ça ultra pur. Ouais. Et moi, j'avais kiffé, on s'était rencontrés comme ça. Et après, on se voyait souvent. Je pense parce que je viens de Bordeaux. Tu sais, j'ai pas ce recul. Tu sais, à Paname, les gens, ils s'inventent trop des vies. Ils veulent trop, ouais, je te connais pas, mais je sais très bien qui t'es. Je regarde chez où t'habites même, tu vois. À Bordeaux, ou du moins en province, on n'a pas ce truc-là. On kiffe ce qu'on voit. Et quand on voit les gens, on est content, tu vois. Moi, la première fois que je suis venu à Paris, j'étais émerveillé. La même journée, j'ai croisé Miss France et Cyril Hanouna. J'ai fait une photo avec les deux, alors que en vrai, je m'en fous, mais c'est juste le fait de voir des gens connus que je vois à la télé, ça me faisait un truc, tu vois. Et là, quand je voyais des gens que j'aimais bien, bah ça me faisait encore plus un truc, que ce soit des mecs comme toi sur les réseaux avec tes vidéos à l'époque, que ce soit le Whoop au moment où j'arrivais. Le Whoop, t'es arrivé au moment du Whoop, exactement. Il y avait aussi les humoristes que je kiffais, que ce soit Walidia, tous ces mecs-là. Moi, quand je suis arrivé, c'était des mecs qui étaient déjà dans le truc, et je pense ils étaient au niveau où j'en suis aujourd'hui. Tu vois, eux, ils étaient au mode où ça devenait des petites têtes d'affiches du stand-up, mais sans être des rostas, tu vois. Et il y avait ce truc-là où je me disais, putain, c'est une chance d'être là. Donc juste, je kiffais, je savourais chaque moment. Et en vrai, quand je vois des gens aujourd'hui qui arrivent un peu aigris et tout, alors que, frérot, c'est un métier, si t'es aigri, en vrai, change de métier. Faut être généreux, il faut pas oublier, en fait, d'où tu viens de base, tu vois. Et on oublie tous que dès que tu démarres, au début, t'es son père. Tu vois, tu démarres pas en étant quelqu'un, tu vois. Il y en a plein qui se mettent dans ce mood dès le début, alors qu'en vrai, gros, t'as rien fait encore, tu vois. Exactement. Et moi, j'ai toujours eu cette pudeur aussi, je pense, j'ai jamais été, tu sais, je suis resté toujours dans ma vie en mode avec des rêves, tu vois. Depuis que je suis tout petit, il y a personne qui m'a dit non, n'y va pas, tu vas pas y arriver. Tu sais, à Paris, des fois, tu traînes avec des gens, tu sais, ils ont des discussions où ça rabaisse un peu tout le monde et du coup, nous, à Bordeaux, moi, j'étais avec des gars qui me disaient juste, frère, fonce, tu vois. T'as rien à perdre en vrai, tu vois. Au pire, ça marche pas, tu fais autre chose. Personne va se rappeler de toi. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à être accepté dans le milieu d'être bordelais, je pense. J'avais pas une approche parisienne, tu vois.
Et ça se sentait, en fait. Ça se sentait. J'ai dit la discussion qu'on a eu avec Edgar, on était d'accord, on était sur la même ligne, justement, à ton sujet. Et moi, je me souviendrai toujours, justement, de ton arrivée. Et surtout... Sac à dos. Ah, laisse tomber. Le mec, c'est marrant parce que moi, je me reconnaissais un peu en toi parce que t'as vu, toi, tu te foutais de ma gueule enfoiré quand t'es arrivé parce que j'habite loin dans le 77. Tout le monde se fout de ma gueule, de toute façon. T'habites vraiment loin. Ah, si tu crois t'habites à côté, voilà, t'habites trop loin. C'est une dinguerie. Ah, gars. Moi, je suis parti hier, hein. J'avais pas de barbe quand je suis parti. T'as poussé là, même les cheveux. Ah, les gamins, ils me font tous un par un, gars. Et du coup, je me reconnaissais en Watt, gars, parce que toi, je me souviens, tu faisais une scène. Et souvent, des fois, tu dormais pas à Paris. Ouais. Toi, tu devais rentrer directement. Ouais, tu prenais le bus et tout. Et je me reconnaissais beaucoup en toi. Et aujourd'hui, on te voit tout déchirer. On te voit remplir des salles. On te voit, on voit beaucoup de tes vidéos aussi sur les réseaux sociaux. On te voit t'es en plein buzz, t'as percé même, on peut dire concrètement, t'es là, t'es en plein. On en va en discuter après. Pour moi, t'as percé, t'es bien là actuellement, tu vis de ton art et de ton talent. Mais beaucoup ne voient pas en fait toute cette partie où t'as lutté en fait. T'as lutté. Beaucoup pensent Nordine il est arrivé en violet, il a débarqué violet. Non, Nordine, on l'a vu arriver, on l'a vu se casser la figure comme tout le monde sur les plateaux, on l'a vu faire des tentatives, on l'a vu travailler son spectacle ensuite, on l'a vu le bosser, on l'a vu aiguiser ses armes, tu vois, et réviser ses katas comme Edgar va me dire, et t'es pas arrivé ici par hasard, tu vois. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, je voulais en discuter avec toi. T'es pas un hasard, t'es le fruit du travail. Et je pense que s'il y a bien un truc aujourd'hui, s'il y a des rageux et tout, il y a bien un truc qu'ils pourront jamais m'enlever, c'est que j'ai charbonné plus que beaucoup de gens. De ouf. Et aujourd'hui, je vois des mecs qui jouent au Paname et tout. Même eux, je sais que je travaille, même encore aujourd'hui, alors que j'ai mon spectacle et tout, je travaille 10 fois plus qu'eux. Parce que depuis le début, en fait, je me suis toujours dit, je pense pas que je suis le plus marrant, mais je sais que je suis le plus déter. Tu vois, ça veut dire, il y aura forcément des mecs plus gauleries que toi au premier abord. Il y en a toujours des mecs plus gauleries, tu vois, qui sont là parce que tu vois, quand ils sont dans un groupe, ils ont l'énergie, le truc. Tu vois, moi, je pense pas que je suis un mec très gaulerie, juste je suis un mec qui est à la dalle, tu vois. Et ça, c'était pareil dans le foot et tout. Tu vois, j'ai toujours été ce truc de, je sais que je suis pas le plus fort, mais en fait, je vais taffer plus que vous. Et à un moment donné, on va revenir au même niveau et je vais vous dépasser parce que le taf, c'est ce qui donne la vérité, tu vois. À un moment donné, tu peux avoir du talent. Si tu travailles pas, gros, il y a rien. Moi, j'ai vu mes progrès parce que je travaillais, que ce soit sur scène, sur les réseaux. Tu vois, un jour, j'ai eu un déclic, c'était pendant le confinement. Redon, il m'appelle. C'est un mec que j'admire beaucoup, Redon. Bougueraba. Ouais, parce que Redon, il a toujours été très cash. Tu vois, quand ça a marché pour lui ou pas, il a toujours dit ce qu'il pensait. Ouais. Redouane qu'on voit à l'écran, c'est le même qu'on voit C'est le même. Et un jour, je suis en confinement et tu sais, à une époque, j'étais en mode, je voulais déjà cultiver cette image de style un peu sur les réseaux, mais je voulais pas trop poster de sketch parce que je me disais, c'est grillé, tu sors du contenu, après tu perds des balles pour ton spectacle. Et du coup, je postais beaucoup de photos, beaucoup de trucs. Et un jour, Redon, il m'a dit, wesh, t'es humoriste ou t'es mannequin? Et en fait, ça m'a fait grave un déclic de ah ouais, en fait, je crois que je travaillais pas assez le bon truc. Je travaillais beaucoup l'image, mais je travaillais pas assez les blagues, tu vois. Et en fait, un jour, il m'a dit frérot, il faut que tu sors des trucs sur les réseaux où t'es gaulerie, parce qu'en fait là, je vais sur ton Insta, frérot, il y a rien. T'es juste un mannequin. Donc si tu veux faire des poses photos et tout, vas-y, fais, mais tu vas jamais être considéré comme humoriste. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, tu sais quoi, il faut que je taffe, faut que je mette des trucs gauleries sur les réseaux. Donc j'essayais de regarder un peu ce qu'il faisait pour voir ce qui pouvait être intéressant de faire, qui me ressemblait surtout. Ouais. Puis en fait, je me suis dit, attends, je vais faire quelques vidéos. Donc j'avais commencé avec les vidéos avec les joueurs de foot. Là, j'étais un des premiers gars à avoir fait ces trucs des entrées à Clairefontaine, avant que ça devienne un truc hype. Des entrées? Tu sais, quand ils arrivaient, les joueurs à Clairefontaine. Ouais. Ma première vidéo, c'était un truc comme ça. Et c'était avant. Mais tu faisais quoi, du coup? J'arrivais et je faisais des trucs des joueurs qui faisaient leur entrée. C'est ça. Dans le couloir, là, en mode casque. Ouais, il y avait ça. Je faisais aussi des vidéos où même ils arrivaient à Clairefontaine. Ouais. Avec des tenues et tout. Oui, je vois le délire. Et en fait, avant, c'était pas hype. Il y a 4 ans, c'était pas, parce qu'il y avait pas Koundé à cette époque-là. C'est Koundé qui a donné l'envie à chaque fois de guetter les tenues des joueurs. Parce qu'avant, personne n'arrivait avec des flows vraiment d'antenne.
lui, Koundé, quand il est arrivé, il a commencé à mettre des flows. Ouais. Et Les joueurs, tu vois, il y a des maillots de basket là derrière toi. Les joueurs NBA le font eux déjà depuis longtemps. Ouais. Et de là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, vas-y, faut que je poste du contenu gaulerie. Après, j'ai commencé à me dire, vas-y, faut que j'envoie du skill sur scène aussi. Ouais. Donc, j'ai commencé à essayer de travailler des trucs et tout. C'était pas facile au début parce que j'avais peur de griller du matos. Puis après, c'est arrivé après le Covid. Avec Ilyes Mélan, on s'est chauffé, on s'est dit, vas-y, viens, on écrit une fois par semaine un sketch et on les poste sur les réseaux avec le Paname. Et de là, c'est là que ça a démarré, tu vois. Ouais. Mais le travail, en fait, c'est vrai. Si je devais compter le nombre de trucs que j'ai sortis, j'ai dû sortir 40 minutes de sketch sur Internet, tu vois. C'est vrai que beaucoup de vidéos sur le Paname. J'ai vu quand t'as augmenté la cadence. Ouais. Beaucoup de vidéos sur le Paname. C'est vrai que t'as fait des vidéos aussi sur Internet. Ouais, et puis il y a des impros qui ont... Et t'as beaucoup d'impros aussi qui ont fonctionné. C'est marrant, on est avec nous là aujourd'hui au son et à l'image. On a William qui vient de Guyane. Ok. De Guyane, hein. Guyane. Et quand je lui ai dit, il y a Nordine qui arrive, et m'a dit, oh, c'est Dr Love Guyane. Et m'a dit, tu vois, donc tu vois à quel point, et tu le sens de toute manière. Tu dois le sentir là actuellement. Comment est-ce que tu touches de plus en plus de personnes dans la manière dont les gens t'abordent dans la rue ou même dans ton nombre de followers ou dans le nombre de aussi, ça se sent beaucoup dans le nombre d'entreprises qui t'appellent pour bosser avec elles aussi. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour faire des trucs, mais le déclic j'ai capté que ça devenait vraiment, ok, le gars il devient quelqu'un, c'est quand j'ai fait la Brown Sugar. C'est vrai? Quand j'ai fait la Brown Sugar l'année dernière. Brown Sugar, on peut rappeler ce que c'est. Brown Sugar, c'est un événement, un gros événement afro qui mélange le cinéma, le stand-up, la musique, et ça se passe au Grand Rex. Et c'est un bordel. Ma première scène là-bas, c'était à mes tout débuts. C'était en 2017, tu vois. Et c'est DJ, il m'avait fait confiance. Il m'avait dit, ouais, frérot, vas-y, viens. Moi, je lui avais envoyé un message. Je lui ai dit, j'aime trop votre événement, je peux faire 5 minutes. Ouais. À Didier. À Didier. Ouais. Il me dit, ouais, pourquoi pas, on voit ce que tu fais. Je lui envoie une vidéo. Et lui, tu vois, c'est ça que j'aime bien. C'est qu'il s'est pas dit, je le connais pas, il vient pas. Non, c'est un bon DJ. Il s'est dit, tu sais quoi, je vais guetter. Ça a l'air cool. Le mec, il est gentil. Ouais. Vas-y, tu sais quoi, je lui donne une carte. Je viens, ça se passe bien. C'est pas non plus Grand Rex ouf, en plus, mais c'est au Grand Rex, tu vois, donc ça se passe bien. J'ai mes rires et tout. Bonne applause de fin, je pars, je suis en mode content. Et genre 5 ans ou 6 ans après, bah là, cette année-là, genre je fais la Brown Sugar et je suis sur le line-up et tout, on est au Grand Rex. Et je suis un peu en mode, moi je me rends pas compte, mais je suis un peu la tête d'affiche. Bah bien parce sûr. Parce que à ce moment-là, on est sur que des mecs de copains avec qui on est tous cool, mais moi je suis le gars qui a fait plein de trucs cette année, tu vois. Ouais. Et quand on m'accueille, j'étais choqué. Genre c'était des cris genre de waouh, incroyable, c'est lui. En plus j'étais venu habillé en violet, donc il y avait ce truc où on sait que c'est moi, tu vois. Et genre c'était je voulais pas démarrer mon sketch. J'étais en mode là, c'est trop ce que vous me donnez, je peux pas faire des blagues, tu vois. Donc j'ai pris le temps de réaliser ce qui se passait. J'ai fait mon sketch, c'est trop bien passé et je suis parti en me disant waouh, c'est une dinguerie, genre quand les gens ils t'aiment vraiment, ça fait ça, genre, tu vois. Ouais. Et après de là, j'ai commencé à me dire ok, donc là, genre je peux plus faire n'importe quoi non plus. Que j'arrive sur un plateau ou sur scène ou sur les réseaux, j'existe. Donc je peux plus être moyen, je peux plus faire des trucs bof. Ouais. Il faut que je dois être plus exigeant envers mon travail, tu vois. Et donc du coup à chaque fois, je me suis dit vas-y, maintenant dès que je vais quelque part, il faut que je sois bon, il faut que je sois cool surtout, parce qu'il faut pas perdre ce truc de générosité que t'as quand tu démarres, tu vois, parce que au fur et à mesure quand tu grossis, c'est dur de rester simple. C'est là où j'allais en venir. Est-ce que t'as pas peur aussi est-ce que tu rentres pas dans cette dynamique où tu dis parce que je suis connu, eh ben je prends peut-être moins de risques. J'ai pas envie de décevoir. Le risque ce serait d'avoir peur de décevoir le public parce que justement tu serais célèbre. Ouais. Est-ce que tu tomberais pas là-dedans non plus? Je pense pas parce que j'ai le Paname. D'accord. Tu vois, je suis un mec qui est né dans ça. Je suis né dans les comedy clubs. Moi, je suis vraiment un produit des comedy clubs. Ça veut dire, j'existerais pas s'il y avait pas les plateaux. D'accord. Et donc sans ça, je pense que je pourrais devenir has-been. Mais là, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que je peux garder ce truc de, je reviens au charbon, je fais des beats, là, tu vois, je fais beaucoup des 17h30 en ce moment. Ouais. Des scènes où il y a 15 personnes. 17h30, c'est des scènes, où il y a pas beaucoup de monde. Parce que je sais qu'il y a un public qui nous connaît pas forcment, et surtout, ils sont pas là pour un truc qu'ils attendent. Ils sont en mode, on est là, tu vois. Ouais. Donc, en vrai, si c'est bien, tant mieux. Si c'est pas bien, t'es le seul à être au courant. Et du coup, ça me permet de toujours garder cette lucidité, tu vois. C'est vrai que si tu commences à te dire, vas-y, j'arrête les plateaux, j'ai mon spectacle, les gens, ils viennent, tu commences à devenir
un peu has-been, tu vois, c'est facile, hein. Ouais, le plateau, c'est un peu notre salle d'entraînement pour que les gens comprennent, en gros. C'est là où on va s'entraîner. Ouais. Tu sais que bon, t'as des jokes, elles sont bossées, t'arrives là-bas, tu tapes. Ouais. Mais quand t'arrives en plateau, les gens, ils te connaissent pas. Ils savent pas forcément quitter. Alors oui, aujourd'hui, on me connaît plus qu'avant. Ouais. Donc quand j'arrive en plateau, il y a une sorte de « Ah, je l'aime bien, lui. » Donc, on va être plus sensible à ton humour. Mais de base, quand t'arrives, il y a aussi beaucoup de gens qui te connaissent pas. Donc, c'est pour ça que c'est bien de travailler là-bas, tu vois. Et que tu sois, et moi je le vois, hein, en plateau, la réalité du plateau, elle revient très vite. Elle est simple. Soit t'es bon, soit t'es pas bon. Et ça se voit très vite, en fait. Tu peux être un mec ultra connu. Ouais. Tu vas séduire le public dans les premières minutes. Ouais. Tu vas les avoir avec toi. Mais si tu dis de la merde, ils vont te lâcher, ils vont te laisser tomber, tu vois ce que je veux dire. Souvent, t'annonces une star sur un public, sur un plateau, et l'accueil, il est incroyable. Gad, quand il vient, c'est fou. L'accueil est incroyable. Mais même Gad, et c'est le meilleur exemple. C'est un bon exemple. Il vient, d'ailleurs, c'est cool qu'il vienne, lui, à chaque fois. Il a pas lâché les plateaux, il vient tout le temps s'entraîner. Mais même pour Gad, la réalité, c'est la même. Alors, il aura pas le même accueil qu'un mec qui est pas connu, qui débute. Mais par contre, s'il fait des blagues qui fonctionnent pas, le public va très vite lui rappeler, tu vois. Et c'est ça qui est cool avec les plateaux. Et c'est ça qui est cool, dans ta dynamique où tu restes accroché, au plateau. Ouais, t'as un truc, c'est quoi ton plus gros beat, toi? Franchement, je l'ai dit dans trop d'interviews, c'était Damso, tu vois. Damso? Ouais, c'était une première partie que j'avais faite, mais je pense que c'est pas le beat qui m'a le plus marqué. Le beat qui m'a le plus marqué, c'était au Paname. Un jour où je me suis un peu pris pour quelqu'un que j'étais pas. Tu sais, j'ai commencé à croire que j'étais marrant et tout. Et en fait, c'est souvent ça, quand tu fais 3-4 scènes qui se passent super bien, tu crois que c'est bon, t'es trop fort. Et j'avais même pas de spectacle et tout, tu vois. Et un jour, je viens au Paname et tout, et je fais mon set que je faisais tous les jours, et ça prend pas du tout. Mais genre rien, tu vois. Et ça jouait en haut. En haut, c'est une sorte de sauna avant. Avant, c'était un sauna. En haut, c'était un four pour humoristes. Il y avait tout le monde arrivait, il bidait, il y avait des couverts, les gens ils mangeaient, les glaçons. Ça veut dire tu t'étais vraiment une offrande. T'arrivais, tu faisais ton sketch, tu repartais, tu voulais plus jouer de ta vie. Et je me rappelle ce jour-là, je fais 7 minutes où il se passe rien du tout. Pendant 7 minutes, du début à la fin. C'est très long. Déjà 30 secondes quand tu cours à fond, c'est long. Donc 7 minutes où tu bides à fond, c'est très long. Donc je bide à fond. Il n'y a pas rien. Mais ce qui est relou, ce que tu dis, c'est qu'en plus c'était sur du matériel que tu avais l'habitude de jouer qui fonctionnait. C'est-à-dire là, tu te remets en question. Et en plus, en haut, il y a tout le monde qui te voit. Il y a des mecs qui t'ont jamais vu faire des stand-up. Les barman, Karim, même Harlem, le chien de Karim. Il me regardait. Il me regardait en mode wesh. Qu'est-ce que tu fais, gros? Nordine. Karim, regarde, tu mets des humoristes pas marrants. Maintenant, je fais mon set, 16 minutes, il se passe rien. À la fin du sketch, je dis, vous êtes là ou... Je me demande, je me dis, est-ce que vous êtes avec moi? Et il y a une meuf, elle dit, ouais, mais c'est pas ouf. Non! Et là, je suis en mode, ah, d'accord, j'ai capté. Et là, je la vanne. Donc, il y a un rire de, ah, ok, je suis naze. Et après, je me dis, en vrai, je crois qu'elle a fait la meilleure vanne de la soirée. Et je suis parti. Et en fait, je me suis dit, t'imagines, le plus gros rire que j'ai eu, c'est une meuf du public. Ouais, je c'est même pas mon rire. C'est son rire à elle. Limite, c'est elle qui prend l'applause. Tu vois? Et après, je pars et je me suis remis en question de ouf. Je me suis dit, putain, en fait, c'est trop dur. C'est un métier, t'es jamais arrivé. Même quand tu crois que t'as un sketch qui est bien, il est pas bien. Donc, c'est pour ça que il y a aussi ces mecs qui restent des années à faire le même sketch parce qu'en fait, des fois, ils sont tellement perfectionnistes, ils se disent, mais en fait, il est pas encore bien mon sketch. Alors qu'en vrai, au bout de 20 à 30 passages, tu sais déjà si ton sketch, il est bien. Tu vois? Mais tu peux toujours l'améliorer. Tu peux toujours l'améliorer, mais si tu cherches la forme finale, elle n'existe pas. Ouais, exactement. Tu vois, il évolue tout le temps, même en tant qu'artiste, tu évolues tout le temps. Ton sketch, il évolue aussi en fonction de comment t'es physiquement. Et comment tu le joues, comment tu l'interprètes. Ton ton, ta voix, tout. Donc, en fait, je pense qu'il y a un moment donné, il y a un plafond de verre de sketch où tu sais que c'est bon. Là, il va pas développer plus de rire. C'est juste, tu peux le peaufiner dans le rythme et se resserrer ses vannes, mais sinon, c'est bon, tu vois. Et je pense que moi, c'était ça. À un moment donné, j'étais en mode, mais ce sketch, en vrai, ça y est, je l'ai fait devant tous les publics possibles. Je peux plus douter de ce passage-là. Il est marrant. Donc, je le mets de côté et je passe à autre chose, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est ça qui m'a tué, c'est qu'en fait, je suis arrivé sur le sketch comme si, genre, j'étais déjà trop fort. Alors qu'en fait, il faut donner l'énergie de c'est ta première fois. Donc, t'es content, t'es enjoué, tu vois. Mais c'est un piège. Les plateaux, c'est un piège des fois. Et là, c'est quoi ton prochain objectif? Est-ce que tu as l'impression d'avoir atteint les objectifs que tu t'es fixés? Tellement pas.
Tu sais que là, je suis en ce moment, je doute de ouf. Je suis alors que ça marche, hein, franchement, grâce à Dieu, je suis dans le truc où je pense que, et je me suis posé la question, j'en parlais avec une humoriste, Alexandra Roth, l'autre jour, on en parlait, et elle me disait, tu sais, tu te rends pas compte, ce que tu vis là, peut-être qu'il y a énormément d'humoristes qui le vivront jamais. Ouais. Genre, on est tellement nombreux aujourd'hui que juste avoir tout ça de gens qui viennent te voir, cette petite hype, bah, profite parce que peut-être qu'il y en a qui auront jamais ça. Peut-être que toi, ça va s'arrêter après ça. Enfin, en fait, et c'est vrai qu'en fait, ça arrive sans que tu calcules, tu vois, tu prévois pas ça. Et quand ça te tombe dessus, faut être prêt et surtout, il faut préparer la suite. Tu vois, moi, je suis déjà dans le truc de, ok, là, j'ai violé, ça marche et tout, mais je suis dans l'angoisse de c'est quoi après, tu vois, parce qu'un spectacle, ça se travaille quand même il faut une année, il faut un temps que tu consacres, donc du coup, t'es moins présent médiatiquement, t'es moins présent sur les réseaux, il faut trouver une façon d'exister sans être là, tu vois, et du coup, je suis dans ce truc-là aujourd'hui où je me dis, violer, il me reste peut-être 1 an, tu vois, je vais finir l'année prochaine, normalement, et là, je fais ma tournée et tout, et je me dis, il faut déjà penser à la suite, il faut déjà écrire le prochain. T'arrêtes parce que t'en as marre de jouer violet, ou à quel moment tu décides? Souvent, je me pose cette question. Tu sais, je vois des humoristes qui font des spectacles et qui le jouent pendant des dizaines, enfin peut-être pas des dizaines d'années, mais 10 ans, ou un peu moins de 10 ans. J'en vois qui enchaînent toutes les années. Qu'est-ce que toi, à partir de quel moment tu penses que t'as arrêté? Enfin, tu devrais arrêter de jouer ton spectacle. C'est comme un deal qu'on s'était dit avec mon producteur aujourd'hui, Mika. D'accord. C'est que j'ai signé un contrat de 3 ans. Et pour moi, un show, ça dure 3 ans. D'accord. Tu as une année où tu le travailles. Deuxième année où c'est censé être l'année où tu l'as rodé. Et la troisième année, c'est là où ça explose. Et moi, grâce à mes calculs et grâce à ma confiance en moi aussi, parce que j'ai beaucoup cru en moi, j'ai jamais douté de mon travail. Je me suis dit, la troisième année, ça va être l'année où tout va bien se passer. Et c'est le cas. Donc, aujourd'hui, je suis trop bien. Et je me dis, ça peut pas être un truc que je force, à part si demain, on me dit, bah, tu peux remplir des stades. Bon, évidemment, je vais aller, tu vois. Je vais me dire, c'est une expérience à vivre. Tu fais une tournée de Zénith avec ton spectacle, ton premier, tu y vas. Mais là, aujourd'hui, je me dis, tu sais quoi? Là, j'ai un très bon socle de public. J'ai fait le Palais des Glaces complet pendant je suis venu voir. X temps. Ça veut dire, là, je finis en janvier. Après, je pars en tournée et je finirai à Paris avec des grosses dates, je pense, l'année prochaine. Et je capte le spectacle et je me dis, c'est bon. Premier chapitre de ma vie, il est bouclé déjà très bien. Et je me dis maintenant la suite, bah, j'essaie de me réserver que du mieux, tu vois. Je me dis, je garde aussi pour le spectacle d'après, parce que si tu fais tout sur un spectacle, en fait, les gens ils disent bon bah ça y est lui, on l'a vu pendant 6 ans, il a saigné violet. En plus, tu sais, il y a aussi, moi j'ai une DA, tu sais, qui fait que bah je m'habille en violet, tout ça, c'est un concept que j'ai créé, mais mine de rien, ça peut me saouler aussi. Et je me dis, j'ai pas envie de garder en tête que les gens ils m'identifient tout le temps avec le violet, alors qu'en vrai, je sais faire d'autres choses et je peux proposer un autre spectacle rapidement. C'est ça mon défi, tu vois. Donc je me dis déjà maintenant, vas-y, ok frérot, là tu finis ton show et tu penses à la suite, quoi. Ouais. Là c'est marrant, là tu parles de ton spectacle, tu l'as intitulé Violet d'ailleurs, et tu t'habilles en violet pendant ton spectacle, ton délire il est vraiment violet. J'ai poussé ça. Ah, t'as poussé ça loin. D'ailleurs là tu viens de casser beaucoup d'idées reçues de ma part. Je pensais pas qu'on pouvait s'habiller aussi souvent d'une même couleur et trouver des swags différents tous les jours. Mais moi je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu du violet tous les jours sur Nordine et tous les jours il y avait un swag incroyable. Donc là ma question est la suivante. C'est quoi? Déjà, on sait que t'es algérien-congolais, c'est ça? Algérien-congolais. C'est quoi ton rapport à la sape, à la mode? Parce que quand on parle de Nordine, on pense à ce gars sur scène gaulerie, mais on pense aussi à sa manière, son rapport à la sape. Linge, hein? Est-ce que c'est pas, hein? Le linge, hein. Ah, le linge, il a dit. Congolais, oui, on est dans ça. Non, moi, c'est trop, moi, depuis le début, hein. Et même même Edgar, à chaque fois qu'il me voit, il se rappelle de la première fois qu'on s'est vu. Il me dit, toi, tu m'as traumatisé par rapport à la veste que t'avais. J'avais un Kawaii transparent. Il y a 7 ans. Kawaii de la marque Kawaii? Non, Kawaii, c'était Reigns. Oui, Reigns, ouais, Kawaii, j'aime beaucoup mais cette marque. transparent. C'est-à-dire, tu voyais ce que j'avais en dessous. J'aurais pu être tout nu, tu vois, mon corps, tu vois. Et ça veut dire, lui, la première fois qu'il me voit habillé comme ça. Il me dit, non, mais toi, t'es trop loin, toi. Il me dit, c'est quoi ça? Il me dit, lui, il comprenait pas. Et je lui dis, ça, c'est un kawaii, wesh. Il me dit, non, c'est une nappe. Je dis, non, ça, c'est un vrai kawaii, tu vois. Il me dit, mais pour moi, je suis pas dans ça, tu vois, je suis trop dépassé. Et en fait, depuis tous mes démarrages sur scène et tout, j'ai toujours voulu mettre ce truc de flow et tout. Et Kader, il me disait souvent, Kader Aoun, il me disait souvent, en fait, c'est bien que tu t'habilles. Il me dit, c'est bien parce que ça veut dire que tu respectes les gens,
tu respectes ta personne, parce que tu sais, ils considèrent que les humoristes ils étaient trop un peu en mode allez, je viens à l'arrache. Ouais, exactement. Il y a que Farid qui est arrivé au début, Ouais. il a commencé à poser des flows. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi on m'a beaucoup comparé à lui au début, parce que je m'habillais, je suis métisse, donc les gens ils faisaient des raccourcis très vite. Tu parles un langage un peu soutenu, on dit aussi que t'es un Farid, ça je trouve que c'est des insultes, ça. C'est trop. Les gens ils abusent. Et en fait, le truc c'est que je me suis dit, vas-y, dès le début, j'arrive dans un flow, je vais rester dans cette ligne de conduite. Et ça m'a aussi permis de moi me sentir bien, tu vois, sur scène. J'arrivais en flow, et puis aujourd'hui je vends un stand-up qui est quand même assez cool, et les meufs elles aiment ça. Tu vois, il y a ce truc aussi où donc ton objectif premier c'est non, c'est pas les meufs, c'est la meuf, donc non, pas du tout. Je me suis mal exprimé, c'est qu'en fait genre les meufs, malheureusement et heureusement aussi pour nous quand on fait du stand-up, c'est que quand elles aiment un artiste, elles aiment pas que ses blagues. Tu sais, elles s'imaginent quelque chose avec le gars. Moi j'ai beaucoup de meufs qui viennent dans ma salle parce elles m'aiment bien physiquement, tu vois. Personnellement, mais c'est vrai. Moi je suis pas dans un truc de séduction. Juste je me dis, tu sais quoi, si je me plais à moi-même, je vais plaire à plein de gens. Et en fait, c'est ce que je travaille, tu vois. Je me dis, tu sais quoi, faut que je me dise, faut que la meuf qui soit premier rang ou le mec qui soit premier rang, il y a beaucoup de gays qui viennent me voir, des gays qui viennent tout seuls, qui veulent me gérer, parce que ils se disent, on sait pas où il est, lui, tu vois. Grave, il est dans une zone il est violé, on sait pas, tu vois. Donc, et du coup, moi, je me dis, tu sais quoi, je le vois comme de la musique, tu vois, les chanteurs, ils sont beaucoup dans le culte de la personne. Tu sais, il faut que lui, je l'imagine avec moi, faut que, tu vois, les Taïk Dadju, c'est des mecs qui ont un peu scénarisé leur life pour que quand tu arrives au concert, tu puisses tomber amoureux d'eux. Ouais, tu travailles ton narratif en fait. Exactement, l'aura. Exactement. Et moi j'ai essayé de développer ça avec mon flow et puis après avec mon perso et tout. Et en fait aujourd'hui je suis content parce que j'ai réussi à retranscrire ça. Et en vrai les meufs dans une salle c'est le meilleur public qui existe. De ouf. Quand t'as des meufs. T'as un gros public féminin toi? Beaucoup de meufs. Et elles viennent en couple, elles viennent seules, elles viennent en équipe de meufs. Je pense que les meilleurs consommateurs, c'est eux. C'est les enfants et les meufs. Les enfants dans le sens où d'abord les femmes et ensuite les plus jeunes et les enfants, parce que les enfants vont voir leurs parents, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Moi c'est ça, j'ai vraiment ce public là. J'ai les meufs et j'ai beaucoup d'ados, pas ados genre de 15 ans mais plus 17, 18, tu vois, qui viennent avec les darons et du coup qui me voient sur TikTok et qui se disent putain lui je l'aime trop, donc du coup papa viens on va le voir. C'est génial parce que tu touches plein de générations. Et c'est ça qui a fait, je pense que ça a craqué, c'est quand j'ai commencé à poster sur TikTok à fond. Parce que TikTok c'est vraiment la génération 18-35 et c'est totalement ma communauté, tu vois. De ouf. Et dès que j'ai capté qu'il y avait beaucoup de gens là-bas, j'ai vu le public en salle me ressembler aussi. Changer, Et ça, c'est beau parce que quand tu joues devant des gens qui te ressemblent, tu peux que t'amuser, tu vois. De ouf. Avant, je me rappelle quand je jouais le spectacle au tout début, on jouait et c'était beaucoup des remplissages de mairie parce que c'était pas complet. Au Métropole, je jouais devant 20 à 30 personnes et les gens, ils venaient, mais c'était pas pour moi qu'ils venaient. Et c'était pas cool. Je faisais des blagues sur mes parents, sur mes origines. Mais ça leur parlait pas. Ça prenait pas. Je me disais, mais vous savez qui je suis? Vous savez ce que je représente? Et en fait, un jour, j'ai eu une salle pleine de gens comme moi. C'était incroyable. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux. C'est faire des blagues devant des gens qui me ressemblent, qui me comprennent. Et au fur et à mesure, aller chercher des gens qui connaissent pas mon délire, mais qui vont kiffer parce que mon spectacle, il est universel, tu vois. On est d'accord. Et ça, tu dois le sentir. Moi, je le sens beaucoup. Là, en ce moment, je joue beaucoup en France, tu vois, un peu partout en France, mais sur des publics, des plateaux, tu vois, on fait 3 fois chacun 30 minutes. Tu fais le public avec Franjo? Non, pas avec Franjo. Je vais faire une date avec lui, je crois, bientôt. Mais avec c'est Seb Giré Sébastien Giré exactement, qui l'organise. Et c'est marrant parce que tu te retrouves à Caen, à Lille, un peu partout dans la France, et je suis en train de tester en fait mon matériel là-dessus sur différents publics, et les gens viennent, bon, il y a une affiche, tu vois, ils voient les personnes qui vont jouer, mais ils viennent surtout parce que ils ont l'habitude de la programmation de ce lieu en fait. Et c'est marrant de voir comment ta blague peut très bien fonctionner au Paname et pas du tout marcher à Nice, ou très bien fonctionner en Bretagne. Et c'est pour ça, c'est bien de jouer partout. Et c'est bien aussi quand tu joues d'avoir un public qui te ressemble, tu vois. Parce que une blague, au-delà du fait qu'elle fasse rire, c'est aussi quelque chose qui est nourri par ton identité à toi, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui vont jamais jouer dans des endroits où ils savent qu'ils sont pas, tu vois, un mec qui fait de l'humour noir, il va pas aller jouer dans le 9-3, tu vois. On est d'accord. Parce qu'il sait que il aura pas son public là-bas. Tu vois, il a aucun intérêt, ou sinon il va trouver une communauté du 9-3 qui va venir, tu vois. Mais genre il y a vraiment un truc de il faut faire des blagues devant des gens qui nous ressemblent. Sinon forcément tu passes pour un mec bizarre, alors qu'en fait ce que tu racontes ça parle à tes gens.
Et c'est comment, c'est quoi la vie de Nordine Gonzo en DM actuellement? En DM, c'est beaucoup de propositions pour faire des shows, des trucs. Tu vois, on m'appelle beaucoup pour venir jouer dans des villes. Des fois, j'aime bien, des fois, j'aime pas. On m'a aussi beaucoup proposé. On me tag beaucoup sur des trucs. On me poste mes vidéos. Après, il y a toujours des petites meufs qui me disent qu'elles m'aiment bien et tout. Et moi, je réponds toujours avec des cœurs violets. Parce que je me dis que rouge, c'est tendancieux. Non, mais rouge, ça peut donner de fausses informations. Ouais, violet, on est dans la lignée de... C'est ma DA, tu vois. Donc, je réponds toujours aux gens parce que je parle du principe que c'est grâce à eux que j'en suis là. Et je suis vraiment très proche du public. J'organise plein de trucs pour mon public. Je fais des... Ouais, une soirée... Ça, c'est un truc... Ça, c'est un truc, je veux pas dire que j'en étais jaloux, mais j'aurais kiffé le faire, tu vois. Ouais. Moi, j'aurais kiffé faire et quand j'ai vu que tu l'avais réalisé, je me suis dit, putain, c'est lourd, quoi. Et en plus, la vidéo était lourde. Je crois que t'avais fait un truc avec New Balance c'est New Balance et t'avais fait une soirée en même temps. Je crois que c'était un gros délire. Et parce que j'ai toujours cherché un moyen de capitaliser avec ton public. Voilà, en fait, c'est un beau moyen exactement de remercier ton public tout simplement, tu vois. Et je trouvais que c'était cool. Dès que j'ai démarré le spectacle, j'ai dit à mon producteur, moi je suis proche des gens et je veux que chaque année, en fonction de comment ça s'est passé, qu'on fasse comme une kermesse, tu vois. Ça c'est sûr, je vais le faire aussi. Et en fait, t'inquiète, je te passerai les tips si t'as besoin de conseils. Avec plaisir. Et en fait, j'ai dit à mon prod, et mon prod, ce qui est cool, c'est qu'il est grave, il suit ce que je fais. C'est pas un producteur à l'ancienne qui va dire non, ça coûte cher et tout. Il va me dire, ok, vas-y, on va mettre en place quelque chose. C'est les meilleurs gens. C'est les meilleurs gens. Et de là, je lui dis, écoute, là, on a fait une année, c'est ma première saison en métropole, ma deuxième saison en métropole. Je lui dis, là, c'est cool, on avait ramené 10 000 personnes sur l'année. Lourd. Je lui dis, vas-y, let's go, viens, on remercie le public, on organise une soirée. Le concept, c'est qu'on invite les gens. Je veux pas qu'ils payent. Tu vois, moi, j'aime pas les anniversaires. Moi, je voulais faire un barbac à l'époque. Ouais, c'est cool ça. Mais tu vois, les anniversaires où on dit viens et après on dit c'est 300 € le grave, ouais, non, mais non, gratuit, t'invites. Moi, je t'invite, tu viens, tu payes pas. Tu viens, tu manges comme tu veux manger, tu bois, tu danses. Même tu repars avec des goodies, tu vois. Ouais, c'est tu repars avec des t-shirts, des trucs. Et je veux ça. Donc je dis à mon prod, viens, on organise. Donc on fait une à Loxton l'année dernière. C'était cool, mais on n'avait pas le droit de faire du bruit avec la musique et tout. Donc du coup, je dis à mon prod, l'année prochaine, j'espère qu'on va faire autant de remplissage et qu'on fera une plus grosse soirée et dans un meilleur truc. Il me dit ok, on fait l'année au Métropole et au Palais des Glaces. Donc on fait septembre, janvier au Métropole complet, Palais des Glaces, janvier, juillet complet. Et là je dis putain, 40 000 personnes, vas-y là on fait une vraie soirée. Et donc on fait le comptoir général, on loue le lieu et je demande à une marque de m'accompagner, comme ça donne un peu plus de budget et surtout ça permet de crédibiliser le truc, tu vois. Donc New Balance il m'accompagne et ce qui est cool c'est que New Balance c'est un gros truc, donc on donne des paires aux gens. Allô? Mais pourquoi tu m'as pas invité? S'il y avait des paires, c'est ça votre problème. Mais oui, mais moi, tu sais bien. Non, moi, je veux venir pour la paire. Bon, bien sûr, on va venir pour Nordine aussi. Mais non, c'est lourd. Qui était stylé. Donc, j'ai dit, ok, on a donné des paires aux guests. Et après, tous les gens du public qui sont venus à mon spectacle, on a fait comme une billetterie parce qu'on pouvait pas inviter tout le monde. Bien sûr. On a choisi 100 personnes. Et dans les 100 personnes, ils sont tous repartis avec un top bag New Balance, c'est lourd. Et après, ils avaient à boire, à manger. Et puis surtout, ils sont en connexion. En fait, je les mets au même stade parce que à cette soirée, il y avait tout le monde. Il y avait Gad Elmaleh, il y avait Boudère, il y avait Nawel Madani, il y avait Franglish. Enfin, tu vois, il y avait ce truc où j'ai réuni des gens qui se connaissent pas. Et en fait, les gens du public lambda, c'est des gens qu'ils aiment bien. Donc, ils sont en mode. Ils étaient contents, on est avec des stars. Niveau, tu vois. C'est lourd. Et c'est ça que je voulais créer. Et l'idée, c'est d'en faire une à chaque fois pour finir l'année, tu vois. Là, tu vois, je pense qu'à la fin du spectacle Violet, je ferai une grosse soirée de closing. Et même là, à la fin de mon exploit au Palais, en janvier, je ferai peut-être une soirée. Et même là, ça m'a donné une envie de faire une soirée à chaque ville où je vais en tournée, tu vois. Ah, toi, t'aimes la fête. Hein. Moi, j'aime la fête. En fait, moi, non, mais tu rigoles, mais tu sais quoi? Non, mais tu rigoles, mais tu sais quoi? Tu te souviens de la fois où tu organisais un plateau à Bordeaux? Ouais. Et tu m'avais fait venir, je me souviens à l'époque, j'avais fait venir à Bordeaux. Et c'était sur un bateau, je me souviens. L'ambiance archi cool. Ah oui, putain. L'ambiance, tu te souviens ou pas? J'avais créé ce truc aussi, ouais. L'ambiance archi cool. Des danseurs, des rappeurs, du stand-up et tout. Archi cool l'ambiance. Et à la fin, ça avait fini en soirée. Moi, quand j'avais vu ton événement, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est exactement Nordine, en fait. Il avait déjà fait ça à l'époque, en fait. De ouf. Moi, c'était vraiment ça. Je me suis dit, tu sais quoi, j'aime bien réunir les gens de milieux différents et surtout, moi, je suis un mec, t'as vu, il y a pas de hauteur. Je peux même si demain je suis une big star,
je vais parler aux gens normal. Il y aura pas de d'accord, monsieur, bien sûr que non. Ça vois, sert à rien. Moi, Muriel Robin, la première fois que je l'ai vu, je l'ai tutoyé, je l'ai vu voyer. Je l'ai vu voyer et très vite, je lui ai dit, est-ce que je peux vous tutoyer? Parce qu'en fait, j'aime pas ce rapport de hauteur, même si je considère énormément votre travail, votre personne et tout. Mais en fait, je me dis, il faut que, en fait, on est dans une équipe. On est une équipe, tu vois. Et de là, j'ai capté. Et encore aujourd'hui, des fois, j'ai des réflexes où je la vous vois parce que tu connais, il y a un côté un peu de pudeur. Ouais, mais par respect. Fait, je me dis, je suis trop proche des gens pour faire l'aristocrate à parler aux gens avec des vous et tout, tu vois. Et en fait, de là, je me dis, mais aujourd'hui, je suis trop content d'avoir réussi à connecter ces gens-là et j'espère le faire toute ma vie, tu vois. Organiser des projets, faire des événements, même le caritatif, tu vois. Même ma famille, je suis très proche de ma famille, tu vois. J'allais en venir après. Je veux faire ce truc où, en fait, tous les gens autour de moi, ils bénéficient de mon rayonnement, tu vois. C'est important. C'est quoi, justement, je voulais en venir, c'est marrant, t'as fait la transition tout seul. C'est quoi ton rapport à la famille ou à l'entourage? Parce que là, aujourd'hui, tu pètes. Et on en parlait aussi avec Edgar, encore on fait référence encore à Edgar parce que oui, non, c'est un autre rapport, mais souvent, et moi aussi je l'ai vécu, tu vois, dans ma carrière, c'est au moment où tu pètes, et ben tu vois les gens autour de toi, certains changer. Toi, quelle a été ton expérience du buzz? Quelle est actuellement même ton expérience de la célébrité, ton rapport à la famille, ton rapport avec les amis? Écoute, moi c'est très simple. À l'époque, j'ai eu que j'ai 4 potes de base. Ouais. À Bordeaux, j'ai 4 potes sûrs. Et ces mecs-là, ils m'ont toujours soutenu dans mes projets. Aujourd'hui, c'est encore mes meilleurs potes. Et aujourd'hui, à Paris, j'ai un entourage de gens avec qui je suis très proche. C'est genre des humoristes, tu vois, avec qui je suis très très poteau. Paul Mirabel, Ilyes Mela, Brahms, etc. Ouais. Puis après, j'ai des gens autour qui sont des copains et tout. Mais en fait, le truc, c'est que je sais que c'est des gens qui sont depuis le début très honnêtes avec moi. Ça veut dire que même quand ça a marché moins bien, ils étaient pas dans un truc de me rabaisser, au contraire, ils voulaient que me surélever, et même encore aujourd'hui, ils sont encore plus durs avec moi, donc c'est un rapport super sain. Et pour ce qui est de la MIF et tout, tu sais, ma MIF, ils m'ont toujours soutenu de base, et ils savent même pas ce que je fais réellement comme métier. Ouais. Tu vois, ils savent que je suis humoriste, mais ils savent pas que je peux être amené à faire des pubs, que je peux faire de l'acting, que je peux gagner ma vie avec ça. Mais ils te voient quand même à la télé. Ils me voient à la télé, mais en fait, tu connais les darons quinfs, ils ont pas cette hauteur pour se dire, attends, mais mon fils là, c'est son travail, tu vois. Pour eux, ils s'amusent encore. Et peut-être à un moment donné, il va être médecin. Non, tu vois, c'est ça. Il a pas arrêté les cours. Ma vie, elle est finie, entre guillemets, je vais pas faire d'autres choix artistiques. Ce sera tout le temps ça, tu vois. Et si demain je fais plus de stand-up, je ferai du cinéma ou je fais de la réal, je sais pas. Tu seras autour du divertissement. Tu vois. Mais aujourd'hui, c'est cool parce que tous les gens autour de moi, ils ont pas, tu sais, il y a pas ce côté genre je me sens je leur dois quelque chose ou parce que en fait, j'ai tout construit tout seul. Et aujourd'hui, les gens ils savent. Donc il y a pas ce truc où je me sens accompagné de gens qui peuvent me ralentir à un moment donné, tu vois. J'ai même mon manager Stan que tu connais. Ouais. Stan, genre Ah, c'est Stan qui te manage? Ouais, Stan, je savais il pas. s'occupe un peu de mes tafs et tout, tu vois. OK, d'accord. Mais Stan, on se rencontrait il y a des années, quoi. Stan, oui, il y a très longtemps. Stan et moi, je l'ai rencontré à l'époque où ils avaient un business avec Cerf. Oui, et moi, c'est les 2 premiers gars qui m'ont fait devenir intermittent du spectacle. C'est grâce à eux que je fais ce métier. Certes, c'est un super bon businessman. Ils me faisaient des cachets. Moi, j'avais pas de spectacle. Ouais. Et dès que je faisais des plateaux, et c'est là où je suis content d'avoir été intelligent. Tu les transformés en cachets. En fait, c'était juste avant le Covid en plus. Juste avant le Covid, Stan, il me dit, c'est comment là, t'es intermittent? Je dis non et tout, il faut que je devienne intermittent. J'ai pas d'argent sans les plateaux. C'est relou. Ça, c'est relou, ça. Et il me dit, mais en fait, vas-y, on peut t'aider et tout. Et donc, du coup, ils me disent, vas-y, nous, on a une boîte avec Pangé, on peut te faire des cachets et tout. Donc, juste, il faut que tu charbonnes, quoi. Faut que tu ailles faire des dates, faut que tu trouves des plans. Et du coup, dès que j'avais des dates, je leur disais, vas-y, je prends moins d'argent. Mais au moins, bien sûr, tu payes des charges, mais au moins, t'as. Du cash, moi. Ouais. À l'époque, je disais, ça, c'est souvent l'erreur des humoristes au début. On disait, donne-moi du cash, là, tout de suite. Tu vois, on se prenait pour des voyous. Donne-moi du cash, là, je veux du cash, je vais acheter des sapes en plus. Et en fait, il m'a dit arrête de faire ça. Là, tu vas perdre de l'argent, ok, parce qu'on va te prendre sur le cachet. Mais en fait, tu seras content. Et en fait, j'ai fait 43 cachets comme ça. Et l'année qui suit, il y a le Covid. Ça veut dire que si j'avais pas fait les cachets, j'aurais été en galère, tu vois. Et au final, c'est à partir du Covid que tout se passe pour moi parce que je pars en Guadeloupe 3 mois, je travaille mon spectacle, je crée Violet là-bas, je reviens avec, tu vois, bête de forme, j'ai perdu du poids, je suis dans un mood où je me sens bien physiquement, artistiquement, et je trouve ma DA, donc je fonce dans mon délire. Et en fait, c'est parce que j'étais intermittent. Si j'avais pas ma stabilité financière, je serais jamais à l'aise.
Et ça, c'est important dans notre métier. C'est un métier tellement précaire. Peut-être ça marche, des fois ça marche pas. C'est-à-dire, si t'as pas la tête qui est légère par rapport à l'oseille. À l'oseille, ouais. C'est chaud. Bah, c'est un peu la dynamique, moi, dans laquelle j'étais quand je suis arrivé ici dans le 77. Souvent, on me pose la question, pourquoi, qu'est-ce que tu fous là-bas et tout. Moi, quand j'ai commencé et que j'étais à peu près un peu avant, dans un stade un peu avant dans ta carrière, par exemple, bah, j'ai eu exactement la même réflexion, en fait. Je me suis dit, le but de notre métier, c'est pas juste d'être performant maintenant, c'est d'être performant maintenant et de pouvoir être là sur le long terme. On n'est pas sur un sprint, on est vraiment sur une course de fond. Et moi, je disais aux mecs dans les loges, écoutez les gars, là le vrai pari c'est dans 10 ans. Est-ce que toi dans 10 ans tu seras encore là? Est-ce que toi dans 20 ans tu seras encore là? Et moi à chaque fois je me posais cette question, je me disais putain, quand je cours après j'ai du mal à avoir l'intermittence là. À l'époque c'était dur d'avoir l'intermittence quand j'ai commencé. Putain, je me chie un peu dessus. Je me dis putain, je kiffe ce métier, mais à chaque fois que je pense à l'argent, bah je suis pas serein en fait. Et c'est vrai que ton rapport avec l'argent, et ce que tu vas faire aussi de ton argent, définit beaucoup ta carrière après et ta manière d'aborder en fait le métier. Parce que si tu fais des choses juste parce que tu vas avoir de l'argent, souvent après artistiquement t'es pas performant. Mais si tu arrives à stabiliser ça, et ben après tu peux te lancer comme tu l'as fait toi dans ta carrière. Tu dis parce que moi ce spectacle il marche parce que j'ai pas voulu d'argent au début. Ouais. Et j'ai parlé avec beaucoup d'humoristes aujourd'hui qui ont des spectacles qui commencent à avancer, qui des fois même doutent. Je leur ai dit parce que en fait moi au début je me faisais beaucoup vanner parce que j'étais produit. Je l'ai très mal vécu ça. Tu sais quand t'es produit tu gagnes pas autant d'argent qu'un mec qui est en indé. Ouais. Tu vois, je me faisais beaucoup vanner, ouais. T'étais produit par qui à l'époque? Bah, c'est toujours le même producteur. Ok, d'accord. Toujours le même producteur et je me faisais tout le temps vanner, ouais, tes produits, il prend tout ton argent, nanana. Ah, d'accord. Tu sais, dans ce sens-là. Vu que t'as des cachets, en fait, je remplissais, mais je prenais le cachet normal de 150 € brut. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, tu travailles 3 fois par semaine, tu remplis 100 personnes, ça fait déjà quasiment 2000 € par soir. Mais toi, tu prends 100 €. Ouais. Du coup, dans ta tête, quand tu connais pas le game, tu deviens matrixé. Tu te dis, mais wesh, ils ont raison. Moi, je me fais ken, nanana, tu commences à douter. Et tu vois les gens à côté qui font pas autant de dates que toi, qui ramènent plus d'argent. Et tu commences à cogiter, tu te dis, mais attends, est-ce que c'est eux qui ont raison? Est-ce que c'est moi qui ont raison? Et en fait, après, avec le recul, tu te dis, en fait, non, là, je prends moins d'argent maintenant, mais le jour où ça va marcher, c'est là où je vais en prendre. Parce qu'en fait, le producteur, ok, c'est un peu relou au début, peut-être il prend un peu plus d'argent, mais en fait, il construit avec toi ton avenir. Tu vois, il pose des bases sereines. Il investit. Il te met des gens à disposition. T'as une équipe avec toi. T'es pas dans un truc où, quand tu vas à une date, t'as un régisseur, t'as une meuf qui t'appelle pour te dire t'as ton train. En fait, t'as un cadre. Tu payes un cadre, en fait. Et ça, je le comprenais pas au début, parce que t'es dans une 100 places et tout. Et en fait, quand je suis passé au Palais des Glaces, ça a commencé à péter et tout. J'ai commencé à me dire, en fait, c'est ça qu'on travaillait, en fait. Depuis tout ce temps-là, tout ce que eux ils ont construit, c'est ça en fait. Et aujourd'hui, tu vois, après tu arrives au stade où tu peux renégocier des trucs et du coup tu gagnes mieux ta vie parce que bah t'es en position de force, tu peux parler avec le producteur. Mais en fait, si tu penses à l'argent dès le début, t'avances up, tu vois, parce que l'argent c'est un frein de ouf en fait. Artistiquement, si tu penses oseille, tu gagnes pas ce que tu dois gagner. En fait, tu gagnes là tout de suite, mais en fait, une fois que t'as pris, après il y a plus rien qui rentre. Alors que si tu es dans une démarche où tu te dis, tu sais quoi, vas-y, je vais accepter à un moment donné de prendre moins d'argent et de moins être bien financièrement. Mais en fait, j'ai installé un truc, on pose un cadre, j'ai quand même une sécurité financière parce que je suis intermittent, donc j'ai mon cachet et tout. Mais en fait, je sais que la marque que je suis en train de développer, elle va poser quelque chose dans le temps. T'es un businessman, tu vois, et tu travailles sur ton identité. C'est un investissement à faire. Après, il y a des gens qui sont prêts à le faire, des gens qui sont sont pas prêts à le faire. Et c'est vrai que c'est particulier. Moi, parce qu'après il y a aussi des gens qui ont eu des mauvaises expériences avec les producteurs, mais effectivement, faut voir, t'as raison, je suis d'accord avec toi, faut voir en fait sa carrière comme un investissement personnel. Et l'argent que tu perds aujourd'hui, c'est pour mieux en gagner après. Mais tu peux pas te focaliser. Si t'es un artiste par définition, tu peux pas trop te focaliser sur l'argent. Parce que sinon, on est d'accord. Dans artiste, il y a art de argent, mais il y a le art de art, tu vois. Et en fait, l'art, c'est ça qui fait que tu vas devenir riche ou pas. Si tu proposes un art qui est intéressant, qui donne surtout une dimension plus que les blagues. Moi, aujourd'hui, je pense que ce qui est bien, c'est que mon travail, il m'a amené sur plein de pôles.
Tu vois, j'ai été appelé pour une série, on m'appelle pour faire des pubs, on m'appelle pour faire des trucs de Fashion Week. En fait, aujourd'hui, mon art, tellement je l'ai bien travaillé, on m'amène sur d'autres terrains qui me font gagner de l'argent. C'est-à-dire que le spectacle, c'est bien, c'est mon argent numéro 1, mais en fait, j'ai plein d'autres pôles. Parce que j'ai travaillé mon art, tu vois. Et j'ai accepté pendant un temps de me dire, vas-y, tu sais quoi, je prends moins d'argent, mais je cultive quelque chose. Et il y a des gens qui aujourd'hui sont dans un truc inverse. Ils sont en mode, vas-y, on est fort sur scène, on prend. Et puis après, en fait, on a rien d'autre parce qu'on n'est que humoriste, tu vois pas. Ça veut dire ils ont développé qu'une partie de leur travail. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, le stand-up, c'est tellement large. Il y a beaucoup de stand-uppers qui sont appelés pour faire des choses autres et tu regardes. Mais tu penses que un stand-upper ne doit pas se limiter au stand-up? Je pense que pas du tout. C'est intéressant. Tu le vois, tous les gros businessmen qui font du stand-up, c'est des businessmen. Tu prends Jamel Debbouze, c'est l'exemple numéro 1. Il a commencé avec les spectacles. Aujourd'hui, il a peut-être même plus envie de remonter sur scène parce qu'il sait que ce qu'il fait à côté, déjà, ça lui prend peut-être beaucoup plus de temps. Et surtout, c'est que, en fait, notre travail, c'est d'élargir, tu vois. Farid, c'est un exemple parfait. Farid, il a été humoriste de ouf. Il a fait 2-3 spectacles. Et malgré ça, il a ouvert un comedy club. Il a fait une série, Le Loup-Garou. En fait, ils ont ouvert le stand-up à d'autres choses. Tu vois, tu prends Panayotis, il a écrit un livre. Il a fait un spectacle. Tu vois, c'est vrai. En fait, pour moi, aujourd'hui, c'est devenu... on n'est plus juste humoriste, on est des artistes, tu vois. Après, c'est juste que le stand-up, c'est notre talent numéro 1. Et après, on doit essayer de se développer pour d'autres choses. Tu vois, écrire pour des gens, pour certains. D'autres, c'est réaliser. Enfin, tu vois, je pense que si tu fais que du stand-up, et Kader, il le disait ça, il disait, le stand-up, les plateaux, c'est pas ça qui va vous faire gagner votre vie. On le sait, même. Tu vois, on le sait. Les plateaux, c'est déjà si tu penses que tu vas devenir riche en faisant des plateaux, en vrai, change de métier. Si tu veux devenir riche, fais autre chose. Les plateaux, c'est juste pour travailler notre blague. C'est pas pour devenir millionnaire. T'achètes pas une maison dans le 7 avec. Mais si je peux nuancer ou si je peux un peu me faire l'avocat du diable. Bien sûr. Moi, je croise des humoristes qui veulent être qu'humoristes, en fait. Ça aussi, c'est sûr. Ils veulent que humoristes. J'ai même entendu un humoriste me dire que lui veut être un comment on appelle ça? Un fonctionnaire de l'humour. Tu vois, vraiment, il veut venir, il veut faire sa scène, il veut rentrer chez lui, voir sa série. C'est possible, ça. Il y en a qui gagnent très bien leur vie comme ça. Aussi. Je parlais avec Alexis Macquart, je sais pas si tu vois qui je vois qui c'est. C'est un mec qui m'a beaucoup inspiré dans mon taf. Il m'a beaucoup donné des conseils et tout. Et lui, il est avec Desperate Housemen, ils sont devenus fonctionnaires. Oui, j'ai ça pendant 10 ans, ça a cartonné. Ça a cartonné. Il est devenu, je pense, très riche avec son spectacle, parce que voilà. Mais en fait, c'est des gens qui ont accepté, ils se sont dit, vas-y, on a un truc qui cartonne, on le fait tous les jours, on est bien, on a notre sécurité, et on passe à autre chose. Et en fait, eux, ils sont très bien dans ça. Et il y en a qui se disent, moi, je vais faire d'autres choses. Et puis, il y en a qui même arrêtent le stand-up et se redirigent vers d'autres trucs. Parce que je pense que c'est un métier très dur et qu'il faut pas que des blagues, il faut avoir un mental de fou. En vrai, le stand-up, mentalement, c'est trop dur. Tu te lèves, tu dois écrire des nouvelles blagues. Les gens, ils t'attendent au tournant. Tu bides, tu te remets en question, t'es seul chez toi. T'as déprimé, tu t'es remis en question, toi. T'as eu des phases où t'étais moins. Il y a eu une phase où j'ai vraiment. Moins fort psychologiquement. C'était la phase où je me fais un peu têche du Jamel Comedy Club. C'est vrai que t'avais fait un passage au Jamel Comedy Club. En fait, j'étais au Jamel Comedy Club et en fait, ça a changé de directeur artistique. Et entre-temps, le directeur artistique, le nouveau, il me dit, moi, j'aime pas ce que tu fais. Il a le droit, totalement en droit de le dire. Sauf que moi, quand il me dit ça, c'est une période où genre j'ai pas d'autre chose que le Jamel. Ça veut dire que je suis en mode, ok, donc là je suis emmerdé parce que c'était ça qui me faisait mes cachets et j'ai pas d'option. Donc là il me vire, en fait, j'ai plus de travail en gros. Et moi je me dis, tu sais quoi, il faut le prendre bien ça. Il faut se dire, vas-y, en vrai s'il me vire, c'est peut-être une idée pour moi me recréer et me remettre à travailler. T'es croyant? Ouais, de ouf. Dieu il me donne trop de force. Dieu, il conditionne tout ce que je fais, tout ce que je suis. Et c'est grâce à lui que ça marche aussi parce que je pense que j'ai toujours eu foi en moi et foi en Dieu. Donc ça veut dire que ça m'a donné trop de ce fort à des moments où j'ai douté. Et c'est justement là où moi, quand je sentais les petits moments de baisse de foi et tout, quand j'augmentais mes prières et tout, ah ok, il se repasse un truc bien, tu vois. D'accord. Mais j'ai douté de ouf, hein. Même encore aujourd'hui, tu vois, je doute. Des fois, tu vois, quand ça prend, tu te dis, ouais, peut-être ça va être moins bien que la veille, ou, tu vois. Mais je pense que c'est un métier, si tu commences à arrêter de douter, t'es mort. Faut toujours avoir le doute, la peur que ça prenne pas, ou cette peur-là, elle nous anime aussi. Ah, t'anime, ouais. Tu vois. Okay. Lourd. Et, on a fait vite fait référence à la fois, du coup, sachant que t'es algérien-congolais.
j'imagine que tu as la possibilité entre l'islam et l'église. Du coup, toi, du coup, quelle est ta religion? Est-ce qu'on t'a plus demandé, est-ce que t'es allé plus naturellement vers une que vers une autre, ou c'est quoi ton rapport à la foi? Moi, comme je dis dans mon spectacle un peu, moi, on était tous musulmans quand je suis né. Ma mère, elle était musulmane. Mon père, il s'était converti à ma mère. D'accord. Et donc, il était musulman aussi pour ma mère et tout. Et t'as dit, c'était converti à ma mère. c'est une dinguerie. Une dinguerie. Il s'est converti à la religion de maman. C'est madame que je suis, c'est. C'est très drôle. C'est très drôle. C'est normal. Non, mais en vrai de vrai, ouais, il y a vraiment ce truc où je me suis dit, ouais, en fait, ma mamie, elle est musulmane, donc je suis tranquille. Après, mon père, il est devenu chrétien. D'accord. Et donc, de là, moi, j'ai pas changé de religion, mais j'ai écouté aussi les mots que mon père avait à me dire. Mais je suis resté musulman, tu vois. Et aujourd'hui, j'avance avec ce truc de mon père est chrétien, moi, je suis musulman, mais tout le monde est très bien parce qu'en fait, tant que t'es en paix avec toi-même, y a pas de problème, tu vois. Et les guerres et les trucs de religion et tout, c'est des trucs qui nous dépassent parce qu'en vrai, on est juste des humains et il faut juste s'aimer comme on est, tu vois. Faut pas essayer de nous diviser en soi. Et moi, des fois, on veut me diviser. Ouais, mais choisis ton camp. Mais j'ai pas de camp. Il y a pas vraiment de camp, moi, dès le début, j'étais musulman. J'ai pas été, Mais que tu sois chrétien ou musulman, c'est Dieu le camp. C'est Dieu le camp, tu vois. Moi, tant que je crois en quelque chose et que je crois en une puissance au-dessus de nous et que cette personne, tu vois, autour de moi, c'est ma famille et eux, ils y croient aussi, bah, je suis bien, tu vois. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent trop diviser. Même après, quand c'est pas la religion, c'est le sexe. Quand c'est pas le sexe, c'est la couleur. En fait, tout le monde trouve une façon d'essayer de diviser, alors qu'en fait, c'est vraiment le message que j'ai dans mon spectacle, tu vois. Je dis, on est tous violets, en vrai. Tu vois, il y a pas de différence. Juste, venez, on s'accepte comme on est. On met le flow qu'on veut mettre. Tu vois, et en vrai, l'idée, c'est de passer un message de paix. Est-ce qu'on essaye de te récupérer maintenant que t'as la fame? Est-ce qu'on essaie de te récupérer politiquement, ou est-ce qu'on t'a demandé de t'engager des fois sur des trucs? Ou est-ce que on me demande un peu de prendre des positions? Mais moi, je pars du principe, je l'ai jamais vraiment fait, parce que je me dis, il faut pas tout mélanger. Le stand-up, c'est à la base pour faire rigoler. Après, si tu veux faire passer des messages, tu vois, j'essaie d'en faire passer des messages qui me concernent. Tu vois, des messages qui me touchent, genre que ce soit par rapport à s'accepter soi-même, par rapport aux religions, comme tu vois, tout ça. Après, tout ce qui est tous des trucs qui nous dépassent un petit peu. En tout cas, moi, quand je connais pas un thème, je m'aborde pas là, je m'intéresse pas, tu vois. Enfin, genre je fais un truc tout bête, mais tout ce qui est les conflits et tout, c'est des trucs qui me dépassent. Je connais pas. Je vais pas aller parler d'un truc que je connais pas. Ouais, je comprends. C'est des trucs, il y en a beaucoup qui veulent faire ça pour dire, ouais, j'ai parlé de ça. Regardez, il a parlé de ça. Mais en fait, tu connais pas le sujet. Ça sert à rien. Tu vas te faire juste vanner ou tu vas prendre des sauces, alors qu'en fait, à la base, tu voulais juste dire un truc que tu maîtrises pas. Tu vois, moi, je me dis, le jour où je parle d'un truc, c'est que je sais que je maîtrise. Ouais, tu le maîtrises, Je me suis renseigné Mais oui, évidemment, toujours quand t'as des followers, on te demande de prendre position. Mais t'es congolais, pourquoi tu parles pas du Congo? Bah si, j'en parle quelque part. Faut venir voir mon spectacle, faut écouter ce que je revendique du Congo. Après, évidemment, les gens ils viennent pour rigoler. On n'est pas là pour passer des messages où les gens ils viennent avec après une tristesse. Ouais, il faut pas qu'ils repartent en pleurant, quoi. Tu vois. Donc, mais il faut avoir de la légèreté sur tout ce qu'on aborde, je pense. T'es un footeux de malade, on le sait, ça. On a joué. D'ailleurs, Bordeaux est descendu en National 2. C'est chaud. C'est chaud, hein. Très, très chaud. C'est chaud. C'est quoi ton rapport au foot? Je sais que t'as un gros footeux dans l'âme. Il y a beaucoup de très bons footeux, d'ailleurs, dans les humoristes. Je pense qu'on a tous grandi. Moi, j'ai grandi dans une cité. Donc, tu sais, quand tu grandis un peu en bas. À Bordeaux parce que les gens, ils disent Bordeaux. Non, mais en vrai, toi, t'es à Senon. Voilà. Les gens, ils aiment trop dire Bordeaux. Alors qu'ils soient à Mérignac ou là, à Senon ou là, dans une autre ville. Moi, j'étais à Senon et j'ai grandi avec le foot. J'ai grandi avec les Five en bas de chez moi. Où on a tous été, ça nous a beaucoup rapprochés, ça aussi, tu vois. Ça m'a donné ce côté bienveillant, tu vois. J'ai grandi avec des belles valeurs. Donc ouais, le foot, ça a fait partie de ma vie, et Bordeaux, c'est mon club de cœur avec Arsenal. Je vois, il y a des T'es un bon, le gars. Ah, j'étais à Londres, là. C'est vrai? Ouais, j'étais avec Saliba, tout. Putain, faut que j'aille voir un match, moi, cette année. Mais faut que j'emmène mon petit, moi, maintenant, là, parce que. C'est fou, je suis allé, j'ai checké Saka, on a parlé. Mais non! Moi, Arsenal, depuis que je suis petit, gars. C'est marrant, hein. C'est rare de croiser des fans d'Arsenal. Il y en a de plus en plus. Mais moi, ça date de quand j'avais 12 ans, parce que moi, en fait, j'ai de la famille. Henry, déjà. Henry, c'est lui qui m'a fait kiffer le foot. Et en plus de ça, moi, j'ai de la famille à Highbury and Islington. Donc, vraiment, là-bas.
Et entre Congolais, Tottenham, vraiment, ils se reproduisent partout. on est partout, gars, des Gremlins. Mais c'est incroyable. Et c'est comme ça que moi, mon amour. Oui, c'est une dingue. Highbury and Islington, gars, Hackney, Tottenham, tout ça. Incroyable. J'ai de la famille là-bas, des Congolais, Kraka là-bas, donc des Robas. Roba. Des Robas. Robelito. Des Rebelito. Donc on a grandi là-bas. Et quand j'étais petit, j'étais fan d'Arsenal, tu vois. Parce que mon oncle, donc lui était fan d'Arsenal, mais genre vrai fan d'Arsenal. Je récupérais tous les maillots et c'est marrant parce que maintenant il y en a beaucoup plus. Oui, Arsenal. En plus, t'as des collecteurs. Hein. Ah, celui-là. T'es fort. Et donc, oui, foot, quoi. Toi, t'es vrai footeur, quoi. Pied gauche, un seul pied, unique. Et j'ai joué au foot longtemps et c'était un truc qui m'a beaucoup, aussi, ça m'a beaucoup conditionné ma façon de travailler stand-up, tu vois. Comme je disais au début, tu vois, je savais que j'étais pas le plus fort, mais si tu travailles, tu peux. Ça s'est senti tout à l'heure. Et en vrai, ça m'a beaucoup aidé à avoir un bon mental. C'est un truc collectif, le stand-up, même si c'est un truc individuel, je le voyais comme un sport à plusieurs, tu vois. Ah, tu m'as aidé à cette blague. Ah, tu m'as donné ce conseil, je te remercie, tu vois. C'est vrai, il y a ça dans stand-up où. Tu vois, il faut pas hésiter à dire aux gens quand ils ont fait un truc bien, leur dire et les remercier. Parce que très vite, il y en a qui deviennent aigris à cause de ça. Parce que tu m'as pas remercié, parce que tu m'as pas cité là, parce que tu m'as pas donné tel argent là, tu vois. C'est un métier où c'est très, très facile d'être susceptible. Détesté et donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Un mec qui t'a donné une joke, il faut lui dire merci, il faut lui dire voilà, tu m'as aidé là-dessus. Ouais. Un mec qui t'a donné un plug, qui t'a permis de faire ça, faut lui dire merci, tu vois. C'est des trucs tout bêtes, mais il y en a beaucoup qui gardent ça en tête, ils stockent et après ils disent ouais, mais toi tu m'as jamais remercié, tu m'as jamais payé. Après ils ont le seum contre toi, alors qu'en fait non, il fallait juste me dire merci, gros. Ouais, c'est marrant, c'est exactement, tu vois, la boucle est un peu bouclée. C'est exactement ce que je te disais en début de conversation, c'est cette sincérité, moi, que j'avais vue quand t'es arrivé et que je trouvais pure, je trouvais sincère et que je trouvais pas beaucoup de gens aujourd'hui sont capables de se rabaisser, mais rabaisser dans le sens, dans le bon sens, dans le sens qu'il y a des gens au-dessus, exactement, il y a des gens en dessous, mais et tu vois aujourd'hui, tu vois, j'ai franchi le step où ça y est, j'ai dépassé quand même le step d'humoriste qui fait des plateaux. Je suis devenu un humoriste reconnu pour ce que je fais. Ça veut dire même aujourd'hui, je garde cette pudeur. Tu vois, quand je vais au Paname, les gens ils pensent que genre je suis quelqu'un, mais pas du tout. Genre, tu sais, ils sont surpris, ils me disent qu'est-ce que tu fais à 17h? Mais frérot, on fait le même travail. Il y a pas de différence, juste il y a un spectacle et ça marche, tant mieux pour moi. Mais en fait, on fait le même travail et toute ma vie, je ferai ce travail-là. Donc si je commence à me dire ouais, ça y est, je fais des palais des glaces, je viens plus au Paname, j'ai tout perdu. Et ça, il faut garder ça, tu vois. Ouais, il faut que tu gardes cet état d'esprit parce que le poison, moi, je pense, dans ce milieu, c'est de penser que tu es une star. C'est fou. Et d'agir comme une star. Oui. Là, t'es cuit. Parce que le jour où tu seras plus une star, ou que t'auras plus eu l'habitude d'avoir ce rapport humain avec les gens, gars, tu vas tomber, on va plus jamais te retrouver. Et c'est ce qu'on me dit souvent, on me dit, prends le temps de bien monter, parce que quand tu vas redescendre, ça peut te faire mal. Et en fait, tu vas recroiser tous les gens avec qui t'as été à un moment donné. Et ces gens-là à qui t'as peut-être snobé, ils vont se rappeler qu'à un moment donné, t'as fait le mec qui bombait. Alors qu'en fait, si tout le temps, t'es calme, t'es chill, tu doses, bah, eux, le jour où tu seras un peu en bas, ils vont être là, ils vont dire, frérot, tiens, j'ai des plans là. J'ai besoin d'un gars, je sais que t'es solide, viens. Et en fait, t'auras besoin de ces gens-là à un moment donné. Si tu commences dès le début à être en mode, vas-y, j'ai pas besoin de vous, maintenant j'ai percé, t'es cuit. Le jour où ça redescend là, faut être solide. D'accord. Est-ce que maintenant que t'es célèbre, est-ce que Puff Daddy, il t'a envoyé un message pour les soirées? Pour aller faire une soirée. Que moi, j'ai jamais follow Puff Daddy. J'ai jamais été, je connais une musique de lui. Genre, le son avec, c'était qui? C'est Estelle, je crois. American Boy. C'est lui, non? Non, c'est Yeezy, ça. Ah non, je confonds. Je confonds le son, c'est, non. C'est quoi déjà? Oui, c'est quoi, Attends, on va essayer le son là, avec lequel? Comment il s'appelle le son? American Boy, c'est non, avec, c'est avec Kanye West. Comment il s'appelle? Il fait un son un peu, je crois l'avoir. Un peu triste, là, qui... Ah, c'est, avec Faye Seven. Every step on every moon. Il y en a un autre qui est plus récent. Puff Daddy, est-ce qu'il est encore sur Spotify seulement? Last Night. Last Night, ouais. Exactement. Ouais. Last Night, c'est celui que je cherchais. Ouais, donc t'as pas été un fan de Puff Daddy. Pas trop. T'as pas fini dans des soirées lugubres, là, maintenant, depuis que la Fame. un message, tu parlais de Fame, il y a Rimka qui veut te joindre.
C'est lourd. Rimka du 113. C'est quelqu'un. Hein. Là, j'ai vu DJ Mehdi, le docu, il est terrible. Et tu connaissais l'histoire de DJ Mehdi avant? Avant le docu, tu connaissais pas? Tu l'as découvert là? DJ Mehdi, c'est incroyable. Il y en avait déjà un avant qui était sorti, mais celui-là a fait beaucoup de bruit parce que c'est l'anniversaire, je crois, malheureusement, de son décès. Mais oui, non. Oh. Donc ouais, non, t'as pas reçu un message de Puff Daddy dernièrement. Même pas, wesh. Même pas. Puff Daddy, hein. Ouais, non. P. Diddy. Ah, c'est assez dingue. Hein. Suivi, c'est une dinguerie. Ah, c'est Bresson, lui, son histoire. En plus, tu sais, souvent, les gens, quand il y a des dingueries comme ça, ils disent, ouais, il faut dissocier l'artiste et l'homme. Mais là, c'est trop dur. Là, tu peux rien dissocier. Mais t'as vu jusqu'où on remonte? Non, carrément, ça remonte jusqu'à des Tupac, à des Biggie. Ils ont rappelé des morts. Laisse tomber. Il y a des gens qui revivent, là. Actuellement, t'as des fantômes qui ressortent. T'as des gens qui disent que si un tel n'a pas eu son Grammy, c'est à cause de lui. Mais c'est incroyable. C'est un téléfilm. Et là, apparemment, il y a 50 Cent qui est sur un documentaire là-dessus, là. Ça, quand ça va sortir, là, ça va être, on va plus avoir de nuit. Aïe, ça risque d'être croustillant, cette histoire. C'est sûr. Allez, dernière question. On a bien parlé. On a bien parlé. On a fait combien de temps là? Juste 1 heure. Ouais, c'est très bien 1 heure. J'ai fait en voiture. Moi, j'ai rentabilisé. Tu vois, j'ai fait autant de trajets que de discussions. Ah, c'est ouf. Non, t'as mieux. Il y a encore la pizza après. J'espère que tu restes pour la pizza. Okay. Gars, je suis allé acheter les chèvres, tout. Faut qu'on se mette bien là. Nordine, dernière question. Je sais que t'es très foot, très basket. Très basket, non, très foot, très musique. Ouais. Tout à l'heure, c'est marrant parce que tu t'écoutais du Monsieur Nov. Ouais, Nov. Aïe, aïe, aïe. Nov, c'est trop fort. Ça, t'es un vrai. Moi, là, tu as gagné mon respect quand t'as dit Monsieur Nov. Oui. Le bien, c'est que ça correspond à ton identité, Monsieur Nov. Parce que quand on imagine Nordine, on t'imagine chez toi, tranquille, sous la douche, en train d'écouter du Monsieur Nov. Chanter dans les aigus. Non, c'est trop, Nov, c'est trop. Moi, j'aurais trop aimé chanter bien. Ah, tu vois, des fois monter dans les aigus et tout, c'est un de mes rêves, hein. Apprendre à chanter bien et faire dans un spectacle un son, tu vois. Qui m'appelle encore, oui. 05, non, ça, on connaît, ça c'est. Ça c'est les pubs bizarres, ça. Bizarre. Mais ouais, j'aurais trop aimé faire un truc comme ça, tu vois. C'est important, je pense, d'avoir cette palette artistique où tu peux faire plein de choses. Ouais. Et chanter bien, là. Quand tu chantes bien, là, c'est plus facile, hein. Ah, c'est incroyable. Si tu sais, il y a eu dans l'histoire des humoristes qui savaient chanter. Jamie Foxx. Aux States, bah oui. Jamie Foxx. Incroyable son talent, lui. Childish Gambino, incroyable. Donald Glover était fort sur scène. Fort sur scène et fort en musique. Tous, franchement, ils ont tous. Même Chris Tucker, wesh. Chris Tucker aussi. Chris Tucker, c'est sûr, il a une voix. Il a une voix aussi. Quand il fait Michael, c'est trop. Il a une voix de ouf. Non, ils sont tous talentueux. C'est pour ça que moi, je prends beaucoup les exemples des States. Dans le truc, ils sont pluridisciplinaires. Mais toi, je te raccrocherais un mec, dans ta manière d'aborder le business, je te raccrocherais un mec comme Kevin Hart, par exemple. Le mec, il est à la fois présent sur scène, c'est un businessman de malade. Sport à fond. Sport à fond. Je crois que c'est le premier à avoir décroché un deal avec Nike. Premier humoriste à avoir décroché un deal avec Nike. Sport. Du coup, la SAP, il a plus rattaché à sa carrière avec le côté sportif, tu vois. Et bon, c'est huge, hein, Kevin Hart. Hein, on parle d'un artiste mondial, mais dans sa manière de voir le business, j'ai l'impression de te retrouver un peu. Et puis en plus, t'as vu Kevin Hart, il y a aussi ce truc, c'est pas un mec, j'ai l'impression, il a été survalidé au début, mais c'est pas un mec qui est validé par les humoristes. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, si, quand même. Hein. Enfin, si, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, genre, c'est pas le plus fort. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Lui-même le dit. Genre, lui-même, il sait, c'est pas le plus fort. Et c'est ça où moi, tout à l'heure, j'en parlais. Ouais. Je sais que je suis pas le plus marrant des humoristes. Mais je le sais. Bosses. Et il bosse, lui aussi. Il bosse. Tu vois, c'est ça. C'est exactement ça. Kevin Hart, il sait, c'est pas le plus fort. Mais il va faire un truc qui va être quali et vous pourrez que dire c'est bien. Ouais. Tu vois? Et c'est ça, en fait. Moi, je suis un fan absolu de Kevin Hart. Il est fort de pas tous ses spectacles. C'est vrai que c'est pas mon humoriste préféré. Moi, je suis très Dave Chappelle, tu vois, je le trouve beaucoup plus marrant. Mais Kevin Hart, je regarde son spectacle comme un fan, vraiment, tu vois. Il est, pour moi, je trouve très gaulerie aussi. C'est pas le plus gaulerie dans ma liste, mais il est très gaulerie et ça fonctionne. Et il est capable de répéter l'effort. Il répète. Moi, et il fait plein de... Par la magie qu'ils ont, c'est de faire comme si c'était la première fois, tout le temps. Alors que c'est la 100e fois qu'il l'a fait. Et c'est ça qui est fort chez eux. Nous, des fois, on est vite saoulés parce qu'on fait trop de plateaux aussi. Tu vois, des fois, on s'abîme avec les plateaux. Eux, ils font leur show, ils testent, après, ils font que la tournée. C'est-à-dire, ils sont focus, tu vois. Ouais. Mais moi, c'est ça que je veux essayer de retrouver sur le deuxième show, mais pas autant le jouer que le premier, parce que le premier, je l'ai beaucoup joué, je l'ai beaucoup usé en plateau. C'est-à-dire, quand des fois, j'arrive au spectacle, je suis en mode, flemme, tu vois. Parce que j'ai trop joué. Genre,
je kiffe quand je suis en impro, je kiffe parce que je sais que c'est des nouveaux trucs. Mais tu vas découvrir des choses et tout. Tu vois. Lourd. Donc ta playlist là en ce moment, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ta playlist? On va terminer là-dessus et on va les proposer aux gens. Je sais que t'es très musique. Ma playlist c'est très simple. Là, je suis dans des bails de et là mes derniers sons c'est Tiakola. Hein. Ah Tiakola, la mélodie. Bona ni 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 bona ni ni ni. Encore un Congolais. Hein. Congolais. Mais combien sommes-nous dans cet univers? J'aime beaucoup Don Toliver, c'est un de mes artistes préférés. Si. Genre c'est Quinry et tout, c'est mon banger de tous les jours. Gunna aussi. J'aime bien Yorsi. Yorsi c'est fort, c'est un nouveau qui a gagné il a pas gagné Nouvelle École mais il a fait l'émission, mais il a grave buzzé. Et après je te dirais là j'écoute beaucoup de Chef G en ce moment quand je vais à la salle. Tu connais? Je connais pas, non, mais j'ai regardé. Il compare à Pop Smoke. C'est... Redis son nom? Chef G. Il fait des sons comme ça. Brosson, d'Adril un peu. Ouais, vraiment. C'est vraiment chaud. J'ai réécouté. Quand tu vas à la salle, tu mets ça, du coup? Ouais, tu te crois fort et tout. Tu vois? C'est méchant. Donc, non, on est dans le bon. Faut continuer. J'espère qu'on va refaire un podcast avec plaisir, dans 2 ans avec encore plus de choses à raconter. T'es le bienvenu, gars. Et j'espère que t'auras fini les travaux de cet appartement. Voilà tout ce que je te souhaite. Merci, mon gars. Merci d'être venu jusqu'à nous, Nordine. On va se mettre bien avec la pizza jusqu'après. Et juste après, là, on se retrouve dans un prochain épisode avec un autre artiste ou un parcours encore plus intéressant. C'est fort. Salut tout le monde.